questions-réponses. Donc, c'est parti. Alors, déjà, pourquoi le surentraînement? Comment prévenir le surentraînement? Et on va commencer par comment l'expression tirer sur la corde prend tout son sens. Alors, tu sais que l'expression tirer sur la corde, c'est quand on se sent épuisé, qu'on est parfois démotivé aussi, des motivations rentrent en jeu, qu'on a des performances qui chutent malgré l'entraînement et qu'on devient aussi sensible à la moindre infection. Ça, on va le voir dans les symptômes après. Si tu tombes souvent malade, ça peut être une des raisons du surentraînement. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que très souvent, lorsqu'on arrive au surentraînement, lorsqu'on arrive dans cette zone vraiment où c'est qu'on est à la limite même du surentraînement, tu as les inflammations et les blessures qui sont comprises et que c'est un lourd paquet de symptômes de surentraînement. Et ce qu'il faut savoir, quand on est vraiment en surentraînement, l'épuisement est parfois si profond que cela peut compter plusieurs semaines, voire mois de repos. Il te faut parfois plusieurs semaines ou mois de repos pour tout simplement récupérer. Donc attention, se sortir du surentraînement, ça peut être aussi long qu'une blessure grave. Par exemple, si tu te fais une fracture de la cheville, tout ça, ça peut être aussi long que le surentraînement. Donc, ça n'est pas négligé. C'est vraiment une pathologie qui est très longue à faire disparaître. Alors, on pense souvent que ça concerne les coureurs pro, les coureurs de niveau, les athlètes de haut niveau, qui ne vivent que pour le sport. Mais en réalité, c'est aussi un phénomène qui concerne de plus en plus de personnes. Nombreux d'amateurs sont concernés, particulièrement lorsqu'on pratique les sports en compétition et plus encore dans le domaine de l'endurance. Alors ça peut être bien sûr le cyclisme, la course à pied, forcément le triathlon également, mais tout ce qui concerne aussi les compétitions longues comme les marathons et l'ultra-endurance, où les volumes d'entraînement vont être plus importants. Mais attention à quelque chose aussi également, vie professionnelle, vie familiale, si le sport aussi également, plus si tout cela est fait dans une sorte de grosse intensité, tu risques d'avoir des blessures, d'avoir un phénomène aussi de surentraînement. Le surentraînement, on va le voir après, ça demande pour l'éviter de beaucoup de repos. Et si tu es en surentraînement, tu es obligé de faire une pause forcée. Parce que là, tout simplement, ton corps est exténué et cela peut durer des semaines donc, et voire des mois et cela peut empirer en plus. Donc maintenant, on va passer à 5 symptômes du surentraînement. Ah, je vois qu'il y a déjà des questions, mais c'est bien. Donc, 5 symptômes du surentraînement. Les surentraînements, il y a tout d'abord les douleurs musculaires et courbatures qui sont plus intenses que d'habitude. Alors, ça peut être, par exemple, tu sais que tu fais des entraînements, que ce soit n'importe lequel, tu as une douleur ou tu as des contractures ou des ischios, tout ça, tu es habitué à avoir ces douleurs, mais ces douleurs durent de plus en plus longtemps dans le temps et elles sont de plus en plus intenses. Ça peut être un symptôme du surentraînement. Ensuite, le deuxième cas que tu peux avoir, c'est une baisse de performance. Alors, ça peut être simplement tes chronos qui diminuent, ou alors tu cours, tu arrives à maintenir tes chronos, mais tu as par exemple la fréquence cardiaque qui augmente et tu as les sensations qui sont moins bonnes. Ça aussi, ça peut être un des facteurs du surentraînement. Si tu as du mal à tenir tes chronos quand tu fais tes séances de fractionné ou même quand tu fais tes footings, si tu vois que tu as du mal à tenir tes allures, soit tes allures sont surévaluées ou qu'il faut refaire une tête d'événement, mais ça peut aussi venir du surentraînement, le fait de sentir des baisses de performance. Ensuite, il y en a une qui est très intéressante, c'est tout simplement les pulsations au repos qui augmentent trop ou plutôt qui baissent trop. Parfois, lorsque tu as les pulsations qui sont au repos, c'est-à-dire quand tu les prends, que tu es couché, allongé sur le lit, et que tu prends tes pulsations au repos, donc il faut pas le faire au jour le jour, hein, mais tu les prends régulièrement, tous les 2-3 jours, et si tu vois qu'elles baissent trop, il y a deux phénomènes. Soit tu es en super forme, alors là c'est mieux, c'est super, mais ça peut être aussi l'effet du surentraînement qui fait que tes pulsations de repos vont baisser. Ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure pour le quatrième symptôme, c'est tout simplement une sensibilité aux maladies. Alors, s'il y a des virus qui passent par là et que chaque fois qu'il y a un virus, tu le chopes, ou si tu es malade régulièrement, que ce soit en été ou en hiver, cela veut dire peut-être que tu as un des symptômes du surentraînement. Ensuite, il y a les fatigues chroniques. Tu es tout le temps fatigué, tu as besoin de repos, tu bailles régulièrement, tu as des troubles de sommeil également, ça rentre dans le même cadre. Hein, si tu as du mal à trouver le sommeil ou
ou que tu t'endors, tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit, ça peut être également un des symptômes du surentraînement. Donc, quand on parle, il ne faut pas t'affoler quand par exemple, si tu as des douleurs musculaires, mais que tu n'as pas d'autres symptômes du surentraînement. Pour vraiment détecter le surentraînement, il faut se dire qu'il faut 2 à 3 symptômes qui soient présents régulièrement pour te dire, te faire attention à l'entraînement et de te mettre en garde, de te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans ton entraînement, soit dans la façon dont tu abordes l'entraînement, mais avec les à côté aussi, comme je te disais tout à l'heure, vie familiale, vie professionnelle, tout ça, ça peut entraîner le surentraînement. Pour les sportifs, on parle de surentraînement, et pour les personnes sédentaires, on va parler plus souvent de burn-out. Donc, même les sédentaires, même s'ils font très peu de sport, peuvent être concernés par le surentraînement. Ce n'est pas réservé aux athlètes de très haut niveau. Alors maintenant, je vais je vais te donner 3 clés pour éviter le surentraînement. Alors, tout d'abord, le repos du guerrier. C'est vraiment très important parce que si tu as un déséquilibre qui est constant et trop long entre le training, l'entraînement et puis la récupération à côté, mais qui n'est pas suffisante, cela va conduire forcément au surentraînement et à la fatigue. Tu évites le surentraînement en programmant suffisamment de temps de régénération. Alors, par exemple, dans toute méthode d'entraînement, dans tous nos programmes d'entraînement, on utilise, et notamment chez Rubik, la méthode Rubik, on utilise le principe 3+1, c'est-à-dire 3 semaines de travail, 3 semaines où c'est que tu vas t'entraîner régulièrement et intensément, et une semaine de régénération, donc qui est toujours la 4e semaine, quel que soit le plan d'entraînement ou la méthode que tu suis. Et là où c'est que tu vas diminuer parfois l'intensité, tu vas diminuer le volume, tout simplement pour permettre à ton corps de se régénérer, d'accumuler de la récupération, et ce qui va te permettre de repartir sur un nouveau cycle de travail. En faisant ainsi, tu évites déjà une grosse partie du surentraînement. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est très important à prendre en compte, c'est lorsque tu enchaînes, si tu fais 3 ou 4 séances d'entraînement par semaine, quand tu es à 2, tu ne rencontres pas ce problème. Mais quand tu commences à 3, 4, si tu as d'autres activités sportives à côté aussi, faire très attention. Donc, tu peux avoir, par exemple, une séance d'entraînement cool, c'est-à-dire une sortie d'endurance cool, ou un petit peu de travail, de gainage, comme ça, mais qui sont des séances plutôt cool. Et à côté, une séance très très intense qui va être par exemple une séance de VMA. Il faut éviter d'enchaîner 2 séances de VMA à la filée. Lorsque tu fais une séance de VMA, l'idéal c'est que le lendemain, tu sois sur un jour de repos total ou sur un petit footing d'entretien, de récupération. Mais ne pas enchaîner une séance de VMA et derrière une autre deuxième séance de VMA ou une séance de seuil. Mais ça peut être aussi la deuxième séance, tu fais une séance de sortie longue de 2 heures, 2 heures et demie, c'est considéré comme une sortie plutôt intense aussi, c'est pas une sortie de récupération. Donc attention aussi à l'enchaînement de tes entraînements, le prévoir dans ton calendrier. Tu observeras aussi une période de récupération après le compète, forcément, plus ou moins longue selon la durée de la compétition. Et je vais te parler de quelque chose, de plusieurs études qui ont montré que l'entraînement doit se polariser, c'est-à-dire qu'on doit planifier ses entraînements. En d'autres termes, il s'agit d'une petite part de travail à haute intensité et d'une écrasante majorité de travail à faible intensité. Quels que soient les plans d'entraînement que tu fais, la grosse partie de ton entraînement se fera en endurance foncière. C'est comme ça que tu éviteras le surentraînement. Il ne faut pas que tes séances de VMA soient supérieures en volume, enfin en temps et en kilométrage à ton endurance fondamentale ou ton endurance foncière. Alors plus précisément, on parle régulièrement de 10 à 20% à haute intensité. Parfois, on va augmenter un petit peu le travail à haute intensité par rapport au travail d'endurance. C'est notamment si on fait du travail de VMA sur des cycles courts. Mais en général, il faut essayer de respecter cette proportion. 80% de ton entraînement se fait à faible intensité. Alors ensuite, le troisième clé pour toi, ça va être le carnet d'entraînement. Et moi, je te dis de mettre à la poubelle ton application Running. Parce que tout simplement, les applications running, ça envoie sur ta montre les séances d'entraînement, mais après on le regarde juste comme ça, on regarde un petit peu les graphiques, mais ça ne nous aide pas à réfléchir, à être acteur de notre entraînement en fait. C'est comme c'est la montre ou l'application qui fait tout, on regarde de temps en temps, la montre ou l'application sont incapables
de te prédire si tu vas être en surentraînement ou pas, et elle n'a pas accès à ton ressenti. Et c'est pour ça que si tu tiens un carnet d'entraînement, c'est vraiment l'idéal pour toi. Tu notes tes séances, tu laisses tes commentaires, si tu as une petite blessure, tout ça, des douleurs, et ça te permet de revenir, tu donnes ton ressenti aussi également par une note, pardon, et ça te permet ensuite tout simplement de voir là où tu as pêché, de voir si justement tu n'étais pas en train de te rapprocher du surentraînement. Donc les carnets d'entraînement, tu en as partout, tu en as gratuitement, tu en as aussi dans les magazines de running régulièrement, en début d'année ou en fin d'année, mais sinon après, c'est en septembre aussi, un magazine qui le fait en septembre aussi, le carnet d'entraînement, je sais pas pourquoi, mais bon. Et ensuite, le truc à faire, bien sûr, c'est de l'entretenir et de le tenir à jour régulièrement. Ensuite, tu peux très bien avoir aussi des applications Excel. Nous, on en a fait une pour notre méthode Rubik, l'application Excel, où c'est que tout se calcule automatiquement, notamment au niveau des allures par rapport aux derniers tests VMA. Mais ça te permet aussi de tenir à jour tous ces programmes-là. Et comme dans la méthode Rubik, il y a aussi une partie de coaching. Les membres m'envoient tout simplement leur calendrier Excel. Et moi, je vérifie qu'ils s'entraînent bien dans la bonne intensité et qu'ils font ça correctement. Donc, voilà ce que j'avais à te dire autour de ce petit coaching. Donc, j'ai pris 15 minutes, donc ça a été, j'ai pas été trop long. Et je vais maintenant pouvoir répondre à des questions s'il y en a. Alors. Donc, Gilles, toujours intéressant d'entendre. Merci, merci. À force de vouloir s'améliorer, je suis passé par le surentraînement et blessures depuis presque un an. Ben, tu as mis quoi en place justement pour éviter le surentraînement? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que, pas les conseils, mais est-ce que tu as compris ce qu'il fallait que tu fasses en priorité au niveau de tes entraînements? Et si tu peux me dire combien de fois tu cours par semaine, par exemple, et quels sont tes types de séances que tu fais? Alors, Gilles, tout à fait. Il faut écouter effectivement son corps, essayer d'utiliser une échelle de valeur sur le ressenti. Nous, je sais que sur la méthode Rubik, on en utilise une. C'est une échelle, il y en a plusieurs sur Internet qui sont disponibles, qui vont grosso modo de 0 à 10. Et en fait, plus la note est élevée, plus ça veut dire que la séance a été difficile. Et donc, bien sûr, s'il y en a plusieurs... si on va dire une note sur 10, si on a beaucoup de 8, 9, 10 régulièrement et qu'il n'y a pas beaucoup de 5 ou de 4, ça voudra dire que l'entraînement est très mal équilibré. Alors, je vais essayer de faire apparaître d'autres commentaires parce que là, je ne les vois pas. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Hop. Alors, Med, ça fait 3 ans que tu souffres de surentraînement. Tu mets quoi au juste en place? Tu peux laisser un commentaire pour me dire pourquoi tu souffres du surentraînement. Tu fais c'est vrai que tu fais beaucoup d'entraînement par semaine, je crois. Et est-ce qu'il serait pas intéressant pour toi justement de descendre justement descendre en séance de temps en temps? Est-ce que tu appliques par exemple le principe que j'ai donné, le principe 3+1, 3 semaines d'entraînement et une semaine de plus ou moins de récupération? Effectivement, quand on est à 5 séances comme toi, Ben, par semaine, forcément, on peut risquer justement le surentraînement. Si juste à côté de ça, en plus, tu pratiques d'autres sports, tu as la vie active. Donc c'est important. 5 séances par semaine, tu es plus près effectivement d'avoir les risques de surentraînement que des coureurs qui sont à 3 ou 4. C'est pour ça que tu dois bien. Alors, l'audio, la vidéo va rester en ligne dans le groupe correspondant. Donc bien appliquer les 2 principes que j'ai donnés. Bon, il y en a d'autres bien sûr, mais l'idée c'est le 3+1 et alterner entre séances difficiles et séances dures. Donc, qu'est-ce que tu pratiques comme course, Ben, exactement? Et justement, oui, mais tout à fait, ouais, si tu es au top et qu'à un moment donné, c'est la chute et l'arrêt, ouais, c'est dommage. Et c'est dommage justement enfin, d'avoir ce gros coupure, ce gros arrêt. Et même toi, tu es à 7 séances par semaine, ça fait, oui, effectivement, c'est énorme, énorme, énorme. C'est pour ça que tu as aussi de super bons chronos.
Et donc, je pense que ouais, il faut avoir également, si on peut, que ce soit à 5 ou 7, il faut vraiment penser à cette semaine de récupération qui est la quatrième semaine en fait. Il vaut mieux sur cette quatrième semaine diminuer vos entraînements. Alors c'est parce que je parle pour Ben et Ben, diminuer vos entraînements de manière, par exemple, en volume déjà. Si vous en faites 5 ou 7, ben, en enlever une ou deux, Ben, tu peux passer à 3, hein, ça va, ou à 4, mais ça va pas ça va pas baisser ton niveau, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Et même, tu peux passer à 5 sur cette quatrième semaine. Hein. Tu gardes 2 séances de intensives, VMA, tout ça, et 2 petits footings cool, juste de récupération pour vraiment diminuer sur le volume. Et pour Ben, je dirais à peu près la même chose. Hein. Même si tu peux pas les semi-marathons, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je regarde ton programme de préparation pour le semi de Paris. Je vais regarder tout ça tout de suite. Alors je réponds à Gilles également qui me parle, parce que là, ça défile les commentaires. Et j'ai du mal à voir qui sont les derniers qui m'ont répondu. Alors Gilles parlait de l'alimentation également. Ouais, c'est ça, l'alimentation et l'hydratation. Effectivement, ça rentre en jeu au niveau pas forcément de la récupération, mais ça va rentrer en jeu pour permettre à tes muscles d'avoir assez de force après pour repartir. Donc, on va parler bien sûr des protéines, des glucides également, mais quand même, le surentraînement va s'éviter en partie par l'entraînement quand même, par la façon dont dont tu vas mettre en place des protocoles d'entraînement qui vont te permettre de justement d'arriver à calibrer des semaines de récupération et de calibrer correctement tes entraînements. Donc je vais voir si je peux vous mettre sur la photo, parce que j'avais téléchargé, hop, mais est-ce que je peux mettre le lien sur Facebook? J'ai pas l'impression que je puisse mettre un net. On peut laisser que les commentaires et on peut pas mettre de comment ça s'appelle de fichier. Donc je vais répondre. J'ai 2 questions à Med et Ben. Donc le programme de Ben. Alors lui, il a prévu un programme. Il faut que j'ouvre mes fenêtres. Bougez pas parce que j'en ai pas gaille. Il faut que je retrouve le programme de Ben. Bougez pas. Où c'est que je l'ai mis? J'ai tellement de trucs sur mon ordinateur que je sais même plus ce que j'ai mis. L'entraînement de Ben. Alors. Hop, j'avais fait une capture d'écran en plus. Ça y est, je l'ai. Voilà, excusez-moi, je l'ai. Alors Ben, j'avais regardé déjà un petit peu ton programme d'entraînement. Donc, il y a effectivement 3 séances de fractionnés sur tes semaines. Les 20 minutes rapides, moi je les remplace. Alors je ne sais pas ce que tu entends par rapide, Ben, mais pas Ben, Med, mais moi je mettrais plutôt, tu vois, sur ces 20 minutes rapides, je mettrais plus sur l'ensemble de ton programme, je mettrais plus d'allure semi. Par exemple, première semaine, tu fais vendredi footing 1h20, donc 20 minutes rapides, et je mettrais 20 minutes allure semi. Vraiment pour que ton corps se mette, bon, il la connaît l'allure semi, mais pour qu'il enregistre encore plus, pour te permettre justement l'allure semi, de travailler sur l'allure semi. Ça, je le ferai sur les 2 dernières semaines, enfin, sur la semaine 3 et 4, hein, je mettrai beaucoup d'allure semi. Plutôt, par exemple, je prends ta 2e semaine, tu fais une footing 1h30 le vendredi. Moi, je ferais plutôt sur les 1h30, je me mettrais dedans, par exemple, 30 minutes allure semi. Par exemple, donc sur la 3e semaine, sur ton footing de 18 km, par exemple, tu peux mettre 10 km allure semi. Parce que tu fais beaucoup de séances à allure assez rapide quand même, des 2-3 minutes. Donc sur ces distances-là, oui, il y a 4 fois 10 minutes le mardi.
moi, j'essayerais de mettre, tu vois, un peu plus, de garder une seule séance d'allure rapide. Parce que là, tu as une préparation spécifique pour le semi. Donc, je mettrais plutôt, tu vois, une seule séance d'allure rapide. Le fameux, comme je vois par exemple, que tu mets fois 1 minute, récupération 45 secondes, ou 1 minute 30, 3 fois 1 minute, 10 fois 3 minutes, comme ça. Une seule séance comme ça, de truc rapide, et après, je mettrai euh, des, euh, des allures, par contre, allure semi. Je ferai sur la semaine du 2 au 8 mars, par exemple, tu as le mercredi 6 mars, le 12 fois 30-30. Moi, je supprimerai le 30-30. Pour ton niveau à toi, le 30-30, en début de programmation, mais là sur un fin d'un plan, ça ne sert strictement à rien. Pour toi, le 30-30 n'est pas du tout adapté. Tu as déjà en plus le... Ah ouais, tu fais partir les semaines du samedi au vendredi. Ah, ça c'est... ouais, donc moi je pars toujours du dimanche au dimanche. C'est pas grave. Donc tu vois, sur cette semaine du 2 au 8 mars, je mettrai plutôt, tu vois, à la place de cette séance-là, ou un autre jour bien sûr, de l'allure semi. Et je le mettrai même 2 fois dans ta programmation. Quitte à faire sauter une séance d'entraînement. Par exemple, tu parles donc le dimanche 3 mars, j'enlèverai également, je remplacerai la séance de rapide là, 15 fois 1 minute, récup 45, par une séance à allure semi. En fait, tu vois, il y a plusieurs méthodes d'entraînement en France. Bon, on tourne beaucoup la VMA, et j'avais lu un livre qui concernait qui avait été Jack Daniel, pas confondre avec le whisky, qui a été élu meilleur entraîneur au monde, et qui lui, bon, c'est une méthode différente. Ils appellent ça la VOD. Il appelle ça la VOD, donc c'est pas basé sur la VMA. Mais après, au niveau entraînement, on s'y retrouve à peu près quand on analyse les séances. Il y a beaucoup de travail à allure de compétition, notamment quand tu arrives dans les dernières semaines spécifiques à la compétition. C'est pour ça qu'il faudrait réfléchir, garder qu'une seule séance de VMA courte, on va dire, et te placer 1 à 2 séances de allure spécifique. Quitte, tu cours 7 fois par semaine, quitte à faire sauter un entraînement. C'est pas parce que tu vas enlever un footing d'1 heure ou de 40 minutes que ça va que tu vas te sentir que ça va baisser tes performances. Pas du tout. Moi, je ferais comme ça. Je ferais sauter pour avoir un jour de repos total, une séance d'entraînement, et je mettrais à la place d'une deuxième sortie VMA courte, une sortie de VMA longue, avec allure semi. Enfin, dernier point, mettre pour toi, sur ta dernière semaine, je vois que tu cours. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est programmée le samedi 9. Oui, donc, je rectifie quand même. Sur ta dernière semaine, juste avant la course, hein, donc du dimanche 3 mars au dimanche 10 mars, pour moi, il faudrait que tu fais sauter. Donc le dimanche 3 mars, tu mets bien une séance, plutôt un footing d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20 maxi, avec 20 minutes, par exemple, allure semi. Et je ferai sauter l'entraînement du mercredi, avec juste un petit rappel à la place, avec de l'allure semi. Et personnellement, moi, le jeudi, le vendredi, je ferai sauter les séances pour que tu sois frais et dispo pour le semi-marathon de Paris. Après, je sais que tu as l'habitude de fonctionner comme ça, donc à voir. Mais au moins, te mettre un jour de repos total le jeudi ou le vendredi, par exemple, avant le semi de Paris, pour que tu sois frais et reposé. Alors, voilà, j'ai répondu à Med. Pour Ben, alors syndrome essuie-glace, syndrome rotulien, tu me fais... Ah ouais, t'as pas... Je pense que si tu reprends juste Ben, il faut pas que tu cherches à reprendre par 5 entraînements par semaine. Il faut vraiment que tu te contentes de faire juste, de reprendre par exemple, vraiment très cool, mais de reprendre avec 2-3 entraînements par semaine maxi pour, pour mieux, ben justement, pour recommencer sur les bonnes bases et pour t'éviter de partir. Si tu reprends sur 5 séances, sur 5 entraînements par semaine, tu vas toujours te rebaisser. Parce qu'en fait, si tu refais toujours la même chose,
c'est quelque chose qui ne va pas dans ta façon de t'entraîner, ça va toujours revenir. Tu vas toujours avoir à nouveau ces problèmes-là qui vont revenir. Moi, je recommencerai 2-3 séances d'entraînement uniquement en endurance, en foncier, tranquille. Il faut accepter, il faut que tu acceptes de revenir à des séances moins intensives, beaucoup moins, avec beaucoup moins de volume qu'avant, et de repartir sur des bonnes bases. Et petit à petit, ben, on va pouvoir retravailler dessus et rajouter petit à petit des séances, d'autres séances d'entraînement ou garder les 3 pour commencer et rajouter de l'intensité petit à petit. C'est vraiment intéressant de faire de cette façon-là. Si tu continues toujours à t'entraîner 5 fois par semaine, à vouloir toujours refaire les mêmes entraînements et surtout à faire attention de ne pas vouloir refaire les mêmes entraînements avec la même allure et intensité d'avant les blessures parce que là, c'est un cercle vicieux en fait, on en revient toujours pareil, on en revient à se blesser et on repart toujours dans un cercle qui n'est pas vertueux. Donc attention à cela. Je partirai pour toi Ben sur 2-3 entraînements pour recommencer. Une fois que tu n'as plus de douleur, pourquoi pas faire du vélo aussi pour commencer, pour garder de l'endurance, tout ça. C'est parce que si tu as eu des infiltrations également, donc c'est pas idéal. Bonne soirée à toi Gilles, merci d'être passé et bon travail. Ciao ciao. Et pour Med, nouvelle question sur l'avis sur la cryothérapie. Très 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 intéressant, bonne question. Alors, j'ai eu un article sur Tester Outdoor, je vais aller le chercher tout de suite. J'avais écrit tout ça. Alors, j'ai testé la cryothérapie. J'ai eu des discussions aussi avec quelques spécialistes autour de la cryothérapie. Alors, ça fait du bien, c'est sûr, la cryothérapie, il y a 2 cryos, hein, la locale et la générale. La générale est très bien, mais il est recommandé de la faire juste après l'entraînement. Par exemple, tu reprends ton plan d'entraînement, tu vois que dernière grosse sortie du samedi ou du dimanche, vraiment une très grosse sortie longue, tout ça, qui te fatigue beaucoup. Tu fais ton entraînement et l'idéal, c'est que dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, tu fasses ta cryo. Tout simplement pour que ça agisse immédiatement. Moi, c'est ce que fait plusieurs spécialistes et plusieurs coureurs pro m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit que c'était plus efficace de cette manière de le faire plutôt que d'attendre sur un jour de repos, par exemple. Alors, je vais essayer de te mettre cryothérapie. Je vais essayer de te mettre dans le chat. J'avais fait un article là-dessus. Je pense que ça va marcher. Et ensuite, il y a aussi notre deuxième cryo. C'est la cryo analgésique. Ah, ça, je ne connais pas, Ben. Là, je vous mets à tous l'article sur la cryo que j'avais réalisé. Il y a aussi donc la cryo générale et la cryo localisée. Moi, j'ai utilisé beaucoup la cryo localisée. J'ai eu des problèmes à mes 2 tendons de l'Achille l'année dernière et ça m'a fait énormément de bien. C'est-à-dire, la cryo localisée, c'est tout à fait différent. En fait, c'est un pistolet, une sorte de pistolet en plastique, hein, et on applique le froid sort par le pistolet et on l'applique vraiment sur une partie très localisée, un tendon, un muscle. Et j'avais trouvé ça très efficace. Et j'ai des amis qui y sont allés, mes parents y sont allés pour des douleurs à l'épaule, aux hanches, tout ça. Et en 2-3 séances, ils ont été pas guéris, mais enfin, ils ont été guéris parce qu'ils ont plus eu mal. Et ça a mis vraiment du temps avant de revenir. Donc voilà, sur la cryo, ça peut être vraiment utile. Bien sûr, il faut que ça soit une douleur musculaire et pas articulaire. Il faut que ça soit tendiniteux, par rigueur, une tendinite, une douleur musculaire. Ça va bien aider le froid, à condition, après, attention, bien sûr, de ne pas refaire pas les mêmes conneries, mais de ne pas faire les mêmes erreurs à l'entraînement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, j'ai fait le tour de mes commentaires. Et si vous avez d'autres questions, il suffit de les poser ci-dessous. J'y répondrai avec un très grand plaisir rapidement. Sinon, je vous dirai à une prochaine conférence en ligne. On verra où c'est qu'elle aura lieu, sur Facebook ou sur l'un de mes serveurs. En tout cas, je vous remercie. Alors, je fais défiler les questions. Je pense pas que j'en ai d'autres. Hein. Hop. Non, ça m'a l'air parfait. C'est parfait. Donc, c'est parfait.
33 minutes. On est dans les temps pour cette conférence. Je vous lâche pour les informations de 20 heures. Et je vous dis à très bientôt. Bon run et bye bye.